de vous être connectés aujourd'hui pour cette visioconférence que l'on co-organise avec le groupe Le Conservateur, donc Monsieur Sylvain Vigier, que vous Bonjour devez à tous. voir en vignette ici. Donc aujourd'hui, nous allons vous parler d'un produit financier que tout le monde connaît au moins de nom. On a probablement tous déjà entendu parler au moins une fois de la tontine. Alors, concrètement, c'est un produit quand même qui demande une certaine technicité, qui n'est pas forcément d'une simplicité absolue, mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir avec nous un grand spécialiste du sujet qui va nous expliquer un petit peu tout ce que l'on peut faire avec ce produit financier et nous présenter un cas d'usage qui est particulièrement pertinent, on peut le dire, hein, pour la tontine, qui est celui de transmettre un peu d'argent à ses petits-enfants. On sait que c'est une préoccupation assez partagée, tout en limitant les éventuels excès qui peuvent être liés, on va dire, à la vie de jeunes adultes, de jeunes personnes qui reçoivent un capital et dont les grands-parents préféraient que l'usage soit assez raisonné. N'est-ce pas, Sylvain? Tout à fait. Très bien. Alors, écoutez, Sylvain, je vous propose que l'on commence. D'accord. On va attaquer peut-être par une petite présentation du groupe Le Conservateur, donc, qui est le promoteur de cette solution. Avec plaisir. Donc, n'hésitez pas, Bertrand, à m'interrompre si vous souhaitez que j'approfondisse un point ou si vous avez des questions dans le chat. Ce sera un plaisir de pouvoir interagir avec les participants. Bonjour à tous, moi je suis ravi d'être avec vous ce midi pour vous présenter effectivement le groupe Le Conservateur et puis la tontine financière qui est un véhicule patrimonial qui existe depuis 180 ans au sein de notre maison. Donc c'est un des plus vieux systèmes d'épargne français. Donc on va pouvoir le voir à travers ces cas d'usage. L'idée de ce midi, c'est d'être concret, de voir en quoi ça peut répondre à certaines problématiques patrimoniales et fiscales. Et donc, on va commencer tout de suite par une petite présentation de notre maison. Le groupe Le Conservateur, c'est une mutuelle d'assurance. On est donc totalement indépendant. On n'a pas du tout d'actionnaires à rémunérer. Ce sont nos clients, un petit peu comme le dit la pub du Crédit Mutuel. Ce sont nos clients qui sont nos propriétaires. Et donc, en réalité, aujourd'hui, on a 275 000 clients, dont 136 000 sont tontiniers, puisqu'on ne fait pas que de la tontine, hein, on fait évidemment un certain nombre d'autres placements, mais le sujet d'aujourd'hui et l'originalité de notre maison, c'est clairement la tontine. On a deux réseaux de commercialisation, un réseau d'agents généraux qui sont presque 700 répartis sur toute la France, et puis un réseau de conseillers en gestion de patrimoine dont M. Brottier fait partie. Et donc, à travers cette présentation, je souhaite aussi attirer l'œil sur la dynamique de notre maison depuis les 20 dernières années. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais simplement ce que je veux, je pense que les chiffres présentés devant vous sont assez parlants. Il y a une forte dynamique, que ce soit en termes de collecte du groupe, puisque en 2023, on a collecté au global un peu plus de 1,1 milliard, c'est le graphique de gauche, quand on était à 300 millions à peine dans les années 2000. Les encours de notre maison ont passé pour la première fois de l'histoire du groupe cette année, enfin en 2023, la barre de 10 milliards d'actifs gérés. Et la tontine en tant que telle, vous voyez, représente sur ces 10 milliards 40%, un peu plus de 40%, avec 4 milliards et demi sous gestion. Et ça, c'est un encours qui a été multiplié par 7 sur les 20 dernières années. Pour 2023, rien que sur 2023, ça représente un peu plus de 430 millions d'euros de collecte. Et donc, évidemment, s'il y a eu cette dynamique sur ce produit patrimonial, c'est qu'il y a un intérêt à le faire, parce que si on a de plus en plus de clients qui s'y intéressent, c'est que ça présente des intérêts. Donc, c'est l'objet de la réunion de ce midi. Autre élément intéressant à vous faire partager, c'est la dimension sécuritaire et prudentielle de notre maison. Comme je vous le disais, on est mutualiste, indépendant, et donc nous, on a plutôt intérêt à avoir les ratios de solvabilité qui mesurent la sécurité hein, de notre épargne, de votre épargne, puisque c'est l'épargne de nos clients qui nous préoccupent. Et donc l'idée, c'est d'avoir des ratios de solvabilité qui soient le plus solides possible.
C'est le cas parce qu'au niveau du groupe, vous le voyez, on a plus de 2,3 fois ce qui nous est imposé par la réglementation. Et en tontine, c'est même plus de 3,1 fois, presque 2 fois. Et donc ça, c'est un élément très important pour la sécurité de l'épargne de nos clients qui, comme vous allez le voir sur la tontine, nous font l'engagement de tenir leur épargne au sein du placement pendant un minimum d'années. Et donc, il faut qu'ils aient confiance dans la solidité de notre maison. Vous verrez en plus tout à l'heure que la tontine en tant que telle, en elle-même, a un mécanisme de protection des épargnants, de leur épargne qui est important et qui va même au-delà de ce qui se fait sur l'assurance vie, par exemple. Alors, rentrons dans le vif du sujet. La tontine, qu'est-ce que c'est? C'est une association d'épargnants. Ça se définit comme une association collective d'épargne viagère. Donc, nous, on a tendance à résumer la notion d'association collective d'épargne avec le mot plus populaire de pot commun, dans lequel des adhérents qui ne se connaissent pas vont mettre en commun leurs cotisations pendant un certain nombre d'années et se répartiront à l'échéance l'intégralité des bénéfices, puisque, comme je vous le rappelle, le conservateur n'a pas d'actionnaire, donc il n'y aura pas de part réservée au paiement de dividendes que l'on n'a pas à distribuer. Donc, c'est vraiment 100% des bénéfices techniques et financiers générés par cette association d'épargnants qui sera répartie entre les tontiniers, à l'échéance de leur placement. Alors, en pratique, on a 25 associations d'épargnants en permanence, puisqu'on en ouvre une chaque 1er janvier et on en ferme une chaque 31 décembre. Disons chaque 1er janvier également, pour faire simple. Ce qui fait que, par exemple, le 1er janvier 2024, nous venons d'ouvrir une nouvelle association qui s'arrêtera dans 25 ans, donc le 1er janvier 2049, et on vient de fermer une tontine qui venait d'avoir ses 25 ans, et donc on vient de libérer les capitaux, et la répartition des sommes se fait généralement autour du 1er ou 2 avril pour nous laisser le temps, durant le premier trimestre, de récupérer tous les documents administratifs et fiscaux de nos clients pour pouvoir répartir leurs avoirs. Donc ça, c'est un élément important. Le Code des assurances réglemente la structuration de cette association. Il faut, par exemple, avoir minimum 200 adhérents dans une tontine. Sinon, l'association n'est pas viable et doit être clôturée au plus tard au 31 décembre de sa première année. Au conservateur, ce n'est pas un sujet, puisque en moyenne, en bout de course, la dernière tontine, celle dont je viens de vous parler, qui vient d'arriver à échéance le 1er janvier de cette année, il y avait un peu plus de 15 000 personnes dans cette association. Et donc, pour vous représenter un petit peu symboliquement ce que c'est, 15 000 personnes, c'est le stade central de Roland-Garros au complet. Ça fait le stade fait 15 000 places. Donc, déjà, pour se représenter un petit peu la volumétrie d'une association d'épargnants en tontine, c'est assez éloquent, je trouve, pour visualiser un petit peu tout ça. Alors, à cet instant, il faut, et on y reviendra, avoir en tête que se répartiront en termes de capitalisation uniquement les personnes qui sont vivantes à l'échéance de leur placement. C'est le 4e mot de la définition de tontine. Je vous disais tout à l'heure, association collective d'épargne viagère. Je dois être en vie à l'échéance de mon placement pour pouvoir récupérer ma quote-part majorée des plus-values. La question qui vient naturellement à ce moment-là, c'est de se dire, oui, mais qu'est-ce qui se passe si je décède avant? Et ça, on va y venir tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas, il y a un mécanisme de protection grâce à une assurance décès que le client prend quasiment systématiquement, mais qu'il n'est pas obligé de prendre, et qui protège que ce soit le conjoint ou les enfants, comme ça peut être le cas dans une assurance vie, mais avec des conditions fiscales qui peuvent être, dans certains cas, encore plus avantageuses. Mais ça, on y reviendra un petit peu plus tard. Donc, l'idée, à cet instant, c'est aussi de comprendre que pendant la période sur laquelle je me suis engagé, parce que là, j'ai parlé de 25 ans, il n'est pas obligatoire d'adhérer 25 ans. On va pouvoir rentrer dans une tontine qui existe déjà. Et donc, le Code des assurances nous dit qu'une tontine ne peut pas être ouverte pour une durée inférieure à 10 ans. Donc, d'une manière générale, la durée minimale, c'est 10 ans. Et après, on peut faire toutes les durées intermédiaires. Donc, si j'ai besoin de faire un placement pour 12 ans, parce que je prendrai ma retraite dans 12 ans, je fais une tontine de 12 ans. Ce qui veut dire qu'elle a déjà elle-même 13 ans d'existence.
puisqu'elles font toutes 25 ans. Ça, j'espère que c'est assez clair pour vous parce que ça vous offre finalement une amplitude de souscription assez large et vous verrez que dans certains cas d'usage, l'utilisation de la tontine pour se créer des revenus complémentaires est très intéressante puisque vous pouvez faire toutes les durées comprises entre 10 et 25 ans. Et il est même possible, de manière ponctuelle, depuis le mois de décembre de cette année, d'adhérer à des tontines pour une durée encore inférieure à 10 ans. Ça, on le fait de manière très ponctuelle, compte tenu de la remontée des taux d'intérêt qu'il y a eu sur la partie obligataire. Et donc, on peut en ce moment intégrer des millésimes. Alors, ça ne durera pas plusieurs années, hein. C'est l'histoire de quelques semaines, quelques mois. Vous avez peut-être suivi l'actualité économique. Les banques centrales, en tout cas la Banque centrale européenne, a commencé à infléchir sa politique de taux d'intérêt en diminuant de 0,25 points son taux directeur il y a quelques jours. On verra si c'est suivi d'effet aux réunions de septembre et d'octobre, mais si il s'avérait que les taux devaient continuer à baisser, on fermerait cette possibilité de rentrer sur des tontines courtes, parce que l'idée pour nous, c'est de profiter de la collecte de clients qui voudraient rentrer sur des durées de 5, 6, 7, 8, 9 ans, qui sont toutes ouvertes là en ce moment, pour récupérer du rendement qui a brutalement remonté. C'est une opportunité, c'est un effet d'opportunité, mais retenez que d'une manière générale, la valeur ajoutée qu'on apporte en termes de performance, elle se fait sur des durées minimum de 10 ans. Alors, d'une manière pratique, l'illustration de ce tableau, c'est de vous montrer que la souscription d'une tontine se fait généralement, comme je vous le disais tout à l'heure, avec une souscription d'une prévoyance. Une prévoyance qui va servir à quoi? Qui va servir justement à couvrir le risque de décès avant l'échéance. Parce que si je décède avant l'échéance de mon placement, ce que j'ai versé dans la tontine sera partagé entre les tontiniers survivants. Et moi, il faut que mes enfants ou mon conjoint récupèrent un capital décès, si possible, hors droit de succession. Et ça, c'est le travail de l'offre qui s'appelle Sérénité Protection Patrimoine, peu importe le nom. L'idée, c'est de vous couvrir au minimum pour le capital investi. Donc, on a pris l'exemple de quelqu'un qui place 100 000 euros. Il aura bien, en cas de décès, un capital décès de 100 000 euros, avec en plus une revalorisation forfaitaire de 0,50 qui pourrait être appliquée sur ce capital, transmis immédiatement, sans attendre l'échéance du placement, à ses enfants ou à son conjoint, et ça, hors droit de succession. Donc, c'est un élément très important, et généralement, il faut vraiment avoir en tête que la tontine, c'est finalement deux contrats, un contrat d'épargne et un contrat d'assurance. En bas, je vous ai mis un exemple de ce que ça coûte parce que souvent, les clients, naturellement, sont intéressés pour savoir le coût que cela représente. Je vous ai mis des exemples à 40 ans, à 50 ans, etc. L'idée, par exemple, vous voyez, à 50 ans, ça veut dire que sur 100 000 euros que j'investis, le coût de l'assurance pour 10 ans, c'est 4,9% de la prime. Donc, ça veut dire que dans les 100 000 euros, je vais avoir 4 900 euros de prime d'assurance. Le reste sera investi dans l'épargne, donc 95 100. Et si certains clients veulent payer la prime d'assurance en plus des 100 000, ils peuvent bien sûr le faire. Il n'y a aucun problème là-dessus. On peut intégrer la prime dans l'enveloppe globale ou la payer à part. Toutes les options sont possibles. Il est même possible, mais je ne rentre pas dans le détail aujourd'hui, de faire un placement de 100 000 en tontine, mais de me couvrir que pour 80 000 ou de me couvrir pour 120 000 ou 150 000. C'est vraiment très souple. Là, l'idée, c'est plutôt que vous compreniez dans un premier temps comment s'articule ce placement. Alors, la gestion financière des tontines, et derrière, ça va forcément nous amener au rendement qui a été servi ces dernières années, parce que encore une fois, c'est un très vieux placement, hein, donc on a un historique de rendement qui est très, très long. L'idée, ce n'est pas de vous faire un cours de gestion financière, c'est simplement de vous dire que, à la différence d'autres supports d'investissement, vous n'avez pas, et le conseiller, le banquier ou le conseiller en gestion de patrimoine n'a pas à gérer d'éventuels arbitrages ou de changements de support d'investissement, puisque la gestion financière du début à la fin, à partir du moment où vous faites le versement en tontine, elle est prise en charge par la direction financière du conservateur. Un petit peu comme vous le faites avec un fonds en euros, quand vous avez un contrat d'assurance vie, eh bien c'est l'assureur qui gère ses capitaux du début
jusqu'au jour de votre sortie. En tontine, c'est exactement la même chose. La seule différence, c'est qu'on a un avantage par rapport aux solutions qui offrent une liquidité permanente à laquelle les clients peuvent naturellement sortir de leur placement à tout moment. En tontine, ce n'est pas le cas. En tontine, quand le client dit je place 8 ans, je place 10 ans, il reste durant les 8 ans ou durant les 10 ans. Et ça nous permet d'aller capturer ce qu'on appelle des primes d'illiquidité, puisqu'il y a des actifs financiers qui n'offrent pas une liquidité immédiate, mais qui, en contrepartie, offrent des rendements supérieurs aux actifs sans risque. Et avec la tontine, ça colle bien, puisque nous, il n'y a pas de liquidité permanente. Et puis, au fur et à mesure, en réalité, on va sécuriser de plus en plus. Quand on a 20 ans, 25 ans devant nous, quand on ouvre une tontine, bien entendu, on va plutôt aller chercher des moteurs de performance dynamiques à travers des actions, à travers des fonds d'infrastructure, à travers des fonds de capital investissement, parce que c'est là où il y a de la valeur et qu'on a besoin de temps pour construire ces stratégies. Mais plus on va se rapprocher de l'échéance, plus on va sécuriser les actifs, puisqu'on se rapproche du terme où il va falloir rendre l'argent à nos clients. Et donc, à ce moment-là, on va plutôt se reporter sur des produits de type obligataire. Et là, la différence, le changement de donne, la nouvelle donne que l'on a depuis 2-3 ans, c'est que les rendements obligataires ont considérablement remonté, ce qui nous rend très positifs sur les rentabilités à venir des tontines qui sortiront dans quelques années, parce que la sécurisation, en réalité, se fait à partir du moment où on arrive à peu près à 10 années de l'échéance. Et donc, on commence à acheter des obligations qui vont avoir une durée de portage de plusieurs années, 5 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc, si en ce moment, on rachète des obligations à 5, 6 ou 7% de rendement, ça donnera mécaniquement plus de performance que ce qu'on a fait les dernières années où on a sécurisé, parce que ce modèle de sécurisation, on est obligé de le suivre. Les gérants ne peuvent pas en sortir. Et donc, quand on sécurisait il y a quelques années sur des produits obligataires qui rapportaient que 1, 2 ou 3, forcément, ça ne crée pas la même valeur à l'échéance. Donc, je vous ai mis en bas aussi un petit élément important. Depuis toujours, le principe, le fil conducteur de la gestion de nos tontines, c'est le fait de gérer en différentiel d'inflation. On a, et vous allez le voir juste après, un historique qui nous permet de démontrer que quels que soient les moments d'inflation, basse ou élevée, la tontine a toujours créé un différentiel net en pouvoir d'achat. Et ça, c'est un élément rassurant dans le contexte actuel. S'il y a des questions, n'hésitez pas. Donc, passons au slide d'après. Juste un mot pour vous dire que vous avez partagé comme nous tous l'actualité du moment. On peut considérer que nous sommes rentrés dans une période un petit peu de turbulence à la fois politique et aussi financier, puisque vous avez vu que l'état des finances publiques de l'État français ne sont pas au beau fixe pour le moment, c'est le moins qu'on puisse dire, avec un peu plus de 3 000 milliards de dettes. Et que ça doit aussi attirer l'œil des épargnants sur d'abord la solidité des assureurs ou des banquiers au sein desquels ils ont placé leur épargne, et puis ce qu'il se passerait s'il devait y avoir un souci de nature financière. Je vous rappelle, et je ne souhaite pas faire peur à personne, mais je vous rappelle que fut un temps, pas si lointain, il est arrivé que des États ponctionnent les comptes bancaires de leurs clients. C'est arrivé à Chypre, c'est arrivé en 1992 en Italie. Les gens s'en souviennent assez peu, mais l'Italie en 1992 avait 120% d'endettement de son PIB par rapport à son PIB, ce qui est à peu près le cas de la France, et qui avait taxé de 0,6% tous les dépôts bancaires des clients, avec un effet rétroactif de 48 heures avant, au cas où des petits malins avaient pu éventuellement essayer de sortir avant. Et donc, ça, c'est des choses dont on n'est pas du tout convaincu qu'elles doivent se produire en France, mais enfin, néanmoins, c'est un risque qu'il faut avoir en tête. Et donc, l'idée, à travers la tontine, c'est aussi de vous offrir une sécurité complémentaire à 2 niveaux. D'abord, sur le fait que la tontine est insaisissable par des créanciers que vous pourriez avoir. Le principe a été confirmé par la Cour de cassation depuis 1997. Tous les actifs qui sont logés en tontine ne sont pas saisissables. Ça, c'est un élément évidemment important, sans aller jusqu'à organiser sa propre insolvabilité. Ce n'est pas l'objet, enfin, c'est un élément de protection. Ils sont d'ailleurs insaisissables également, et ça, c'est moins connu, par les créanciers
que le conservateur pourrait avoir par l'assureur. En assurance vie, quand vous avez un contrat d'assurance vie, les actifs appartiennent à l'assureur. Et donc, si l'assureur fait faillite, les créanciers peuvent se servir sur les actifs de l'assureur. En tontine, ce n'est pas possible. Les actifs appartiennent au tontinier. Ce qui veut dire que si demain le conservateur faisait faillite, les actifs qui sont dans les tontines restent la propriété des tontiniers, ne sont pas saisissables. Donc ça, c'est un élément de protection. Le deuxième élément, c'est que vous avez peut-être entendu depuis 2016 le dispositif dit Sapin 2, qui permet au comité de la stabilité financière, dans certaines conditions très graves, hein, on n'en est pas là, de potentiellement suspendre, retarder ou limiter temporairement des retraits en assurance vie. Donc, là encore, il ne s'agit pas de faire peur, il s'agit simplement de dire que si ce mécanisme devait s'appliquer un jour sur les assurances vie, il ne s'appliquerait pas sur les tontines. La tontine, quand on la libère à l'échéance, ce n'est pas un mécanisme de rachat. Or, seuls les mécanismes de rachat sont concernés par Sapin 2. La tontine, c'est une opération dite de répartition. Et donc, elle n'est pas concernée par ce blocage. Alors, certes, le client fait le choix au moment où il souscrit de bloquer 8 ans, 10 ans, 15 ans, mais par contre, à l'échéance, il est assuré de récupérer son capital et les plus-values. La tontine, d'une manière générale, ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ça va s'inscrire dans une logique de diversification patrimoniale. Bien entendu, les clients qui vont faire le choix de souscrire des tontines ont souvent des livrets bancaires déjà, des contrats d'assurance vie, de l'immobilier, au moins la résidence principale. Ce n'est pas un produit de première intention, parce que la contrainte quand même de la tontine, c'est que je ne touche pas à mon argent pendant un certain temps. Donc, il faut que j'ai des liquidités par ailleurs. Néanmoins, c'est un produit qui va avoir des usages intéressants, et on va y venir tout de suite. Valoriser un capital. Donc, l'idée, c'est de faire mieux que des placements sans risque qui n'ont pas rapporté beaucoup ces dernières années. Ah, Sylvain, je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. Moi, j'ai une petite coupure. Il y a plus de 10 millions de Français maintenant qui sont détenteurs d'un apport d'épargne retraite. Oui. Oui, c'est revenu. Pour moi, c'est revenu. C'est bon, je vous entends de nouveau. On a eu une petite coupure il y a quelques secondes. D'accord, très bien. Et donc, le troisième usage, c'est de maîtriser la transmission de son patrimoine en pouvant donner tout de suite des sommes à ses enfants ou à ses petits-enfants, mais qu'eux-mêmes ne pourront pas utiliser tout de suite. Alors, de manière simple, il faut avoir en tête que ces dernières années, exception faite de 2023 où les marchés actions ont beaucoup rebondi, mais c'était une contrepartie de 2022 qui n'avait pas été très positif. Le contexte des performances des supports en assurance vie sont très moyens depuis quelques années. Et ça concerne tout le monde. Donc, ce n'est pas plus tel assureur ou tel banquier, c'est d'une manière générale. Il y a eu en moyenne sur les 5 dernières années, donc encore une fois, exception faite de 2023, c'est une étude qui avait été demandée par France Assurance, une performance moyenne de 2%, 2,09% par an sur les 5 dernières années en assurance vie. Et le fonds en euros, lui, faisait en moyenne 1,60 par an. Donc, c'est vrai que ce n'est pas des performances exceptionnelles. Et compte tenu du fait qu'en plus, l'inflation est de retour, il faut essayer de faire un petit peu mieux sur son épargne. Et ça, on l'a également vu à travers une autre enquête qui date du mois dernier, qui a été faite par un organisme indépendant qui s'appelle Good Value for Money. D'ailleurs, je vous invite à consulter son site internet qui est très, très intéressant, qui est une base de données incroyable sur tous les produits financiers. C'est vraiment intéressant à regarder. Cette personne, en l'occurrence Cyril Chartier-Chassler, a analysé les 326 offres de gestion dite profilée. C'est-à-dire que c'est un petit peu comme quand vous donnez un mandat à un banquier privé ou à un assureur pour gérer un compte titre, un PEA, une assurance vie ou un plan d'épargne retraite, pour voir ce que ça a donné sur les 7 dernières années cette fois. Là, on est entre 2017 et 2023, comme vous le voyez sur le tableau. Et là, on voit là encore que, excepté les gestions très dynamiques, audacieuses, la formulation audacieuse, donc c'est la formule très dynamique, très offensive, où on était à plus de 5% par an. Globalement, en tout cas, les clients du conservateur sont plutôt prudents. Et quand on regarde la performance des gestions prudentes sur les dernières années, on est entre 1,50
et 2,5 si on va jusqu'à la gestion équilibrée. Donc, dans ce contexte-là, nous, aux conservateurs, il faut regarder ce que l'on a réalisé comme performance. Là, on vous a sorti un graphique qui reprend les performances des 30 dernières années, un peu plus même que les 30 dernières années, puisque vous avez sur le graphique la performance des tontines sorties en 1990. Donc, c'était des tontines qui avaient été souscrites à l'époque pour 20 ans, puisqu'à l'époque, on ne faisait pas sur 25 ans, on ne le faisait que sur 20 ans, en 1970. Donc, pendant les chocs pétroliers que vous avez connus, 74, 79, etc., où l'inflation était très élevée, on se souvient tous des taux de crédit immobilier qui étaient à 12 ou 15. En réalité, ces deux courbes, elles doivent attirer votre attention sur l'écart qu'il y a entre les deux. La courbe la plus en bas, c'est l'inflation moyenne observée pendant la phase d'investissement de la tontine. Et la courbe du dessus, c'est le rendement de la tontine sur la même période. Et vous voyez qu'il y a un gap toujours positif, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, de la tontine, quel que soit le contexte de taux. Alors évidemment, en 1990, vous le voyez, la tontine a délivré plus de 10% par an. Oui, mais en face, j'avais une inflation qui était à 7,5 en moyenne. Donc en réalité, mon différentiel, je ne gagnais pas 10, je gagnais 10 moins 7,5. Donc je gagnais 2,5 en net dans ma poche. Vous voyez qu'aujourd'hui, en 2024, on a sorti 4% net annualisé pour un client de 45 ans qui a souscrit 15 ans plus tôt. Donc le 1er janvier 2009, il mettait un capital. 15 ans après, le 1er janvier 2024, on lui sortait un taux annualisé de 4% net de frais bruts de prélèvements sociaux et fiscaux. Donc, un petit peu comme ce que vous avez tous les ans sur un fonds en euros d'une assurance vie, quand on vous communique la performance, elle est nette de frais et elle est brute des prélèvements sociaux et fiscaux. Les prélèvements sociaux et fiscaux dans une tontine, c'est les mêmes qu'en assurance vie, c'est la même fiscalité qui s'applique. Donc, je ne rentre pas dans les détails, mais en réalité, c'est ce qu'on appelle la flat tax. Donc, c'est 30% au maximum. Et parfois, on peut même utiliser l'abattement annuel sur les intérêts qui s'élève à 4 600 € en franchise d'impôt quand on est célibataire et à 9 200 € quand on est marié ou pacsé. Donc là, ce que ça traduit concrètement, c'est qu'il y a eu un gain annuel en moyenne de pouvoir d'achat de 2,44% par an. Alors certes, aujourd'hui, quand on voit le chiffre de 1,56, on se dit oui, mais l'inflation aujourd'hui, elle est bien plus importante que 1,56, puisqu'on a tous entendu les derniers, même si la tendance est en train de rebaisser, on n'est plus qu'autour de 2,5, mais les 2-3 dernières années, on était autour de 5-6% d'inflation. En tout cas, celle mesurée. Après, celle constatée réellement par les consommateurs, elle était un petit peu plus élevée, mais grosso modo, c'était ces stats. Mais nous, on ne compare pas l'inflation à un taux de 1 an. Nous, notre client, il a placé pour 15 ans. Donc, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est comparer l'inflation moyenne sur ces 15 années. Et c'est ce tableau-là qui, à mon avis, est assez évocateur dans la capacité de la tontine à créer de la valeur sur le long terme. Et donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on appelle ça, nous, la prime d'illiquidité. C'est-à-dire que l'épargnant doit être récompensé parce qu'il nous laisse son argent pendant un certain nombre de temps. Et donc, il faut qu'on le récompense par un rendement plus intéressant que s'il l'avait placé sur un support disponible. Et on va le voir juste après. Alors, Sylvain, peut-être juste une petite précision. Je crois qu'avec la diversification que vous mettez dans les tontines, vous avez un niveau SRI qui est relativement faible. C'est ça, vous êtes... Oui, c'est une très bonne remarque. Effectivement, on a un indicateur de risque qui mesure tous les placements aujourd'hui, qui est compris entre 1 à 7. Et donc ça, c'est un indicateur que vous pouvez constater que ce soit sur des unités de compte, sur un fonds en euros, et la tontine n'échappe pas à cette réglementation. La tontine est un indicateur de risque 3 sur 7. Donc 1, c'est quand il n'y a pas de risque du tout et qu'on est vraiment sur des profils fonds en euros, type fonds en euros, mais la contrepartie, c'est qu'on n'a pas des performances exceptionnelles. Et puis 6 ou 7, c'est des profils beaucoup plus dynamiques qui vont délivrer probablement mieux que la tontine, mais par contre avec une prise de risque plus importante et une volatilité, donc des soubresauts sur son épargne que la plupart des gens ne sont pas prêts à accepter. Donc effectivement, la tontine est éligible à tous les profils d'investisseurs prudents et plus, équilibrés, dynamiques. Le seul profil d'investisseur dans lequel on ne peut pas rentrer sur une tontine, c'est quand on a un profil très sécuritaire dont on ne veut absolument
pas prendre de risques sur son épargne, puisque la tontine n'est pas garantie en capital, il faut le savoir, même si historiquement, elle a toujours réussi à créer de la valeur à terme. D'un point de vue juridique, elle n'est pas garantie en capital. Et donc, ceux qui veulent de la garantie en capital sont obligés d'aller sur de l'épargne réglementée, type livret A, plan d'épargne logement, ou sur des assurances-vie en fonds d'euros. J'ai attiré votre attention également sur le baromètre de l'AMF qui sort tous les ans. Ça aussi, c'est disponible sur Internet. Allez le voir, c'est intéressant, ne serait-ce que pour se comparer soi-même un petit peu à toutes ces données chiffrées. C'est toujours intéressant de le faire pour voir quel est son comportement par rapport à celui là, c'était un panel d'un peu plus de 2000 clients. Ce qui est intéressant, et je vais faire rapide là-dessus parce que je vois que je suis déjà à une demi-heure de présentation, 8 Français sur 10 mettent de l'argent de côté, déjà. Donc, le réflexe, et le Français, entre guillemets, moyen, est un épargnant. Ça, on le sait avec les Allemands, au sein de la zone euro, c'est nous qui épargnons le plus. 18% en moyenne de nos revenus sont mis dans de l'épargne. Dans ces 18%, vous avez 12% qui sont liés à des financements immobiliers, des crédits, remboursement du crédit, mais c'est de l'épargne forcée, et puis 6% d'épargne financière. Donc, le réflexe de mettre de l'argent de côté, il est pris. Le problème, c'est que la plupart du temps, quand on interroge les gens, ils ont tendance à mettre de l'argent de côté en le laissant sur le compte courant ou en le mettant sur des livrets d'épargne. Et là, c'est un problème parce qu'ils ont une épargne, certes, ils épargnent, c'est très bien, mais ils n'investissent pas. Ou alors ils investissent mal. C'est-à-dire que la problématique, c'est de conserver trop de liquidités par peur du lendemain ou par la peur de prendre des risques inconsidérés sur son épargne. Et donc, l'idée, c'est de ne rien faire et de laisser son argent comme ça disponible. Ça a des conséquences à terme parce que ça ne protège pas contre l'inflation. Et sur un an, vous ne voyez pas trop l'écart, mais sur 10 ou 15 ans, l'écart, il est considérable. Quand vous perdez par rapport à l'inflation 2 ou 3% par an sur un an, encore une fois, ce n'est pas très visible, mais sur 10 ans, ça fait 20 ou 30% de pouvoir d'achat perdu. Et là, on a fait un graphique qui vous l'illustre. Pour quelqu'un qui aurait… Pardon. Pour quelqu'un, j'ai perdu la présentation, je ne sais pas si vous la voyez encore. Oui, on est sur exemple d'investissement en tontine, prime unique. Vous la voyez en plein écran, là, toujours? On a 100 000 euros au début, effectivement, et des sommes de 122, 126 et 181. Exactement. Là, vous la voyez toujours en plein écran, c'est bon? Toujours. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de traduire que une personne, déjà pour préserver son pouvoir d'achat, il faut avoir 126 000 euros en 2024 par rapport à ce que valaient les 100 000 euros en 2009. On voit bien qu'à supposer que le livret A ait pu permettre de loger une somme de 100 000 euros, ce qui n'est pas possible, puisqu'un livret A, c'est 22 950 le plafond, eh bien, vous voyez qu'on a perdu de l'argent avec un livret A sur la période d'investissement. Donc, ce n'est pas une solution qui protège contre l'inflation et encore moins une solution qui fait gagner du pouvoir d'achat net d'inflation. La tontine, oui. La prime d'illiquidité, vous la constatez par vous-même, elle est de 55 000 euros par rapport à l'inflation sur cette période d'investissement. Attention, 55 000 euros brut de fiscalité et de prélèvements sociaux. Donc, il faut déduire cette fiscalité-là. Enfin, néanmoins, vous voyez bien que le gap est significatif. Alors, ensuite, je vais essayer. On dirait que j'ai perdu la possibilité de passer les slides. Je suis désolé. Alors, je peux les Si tu peux les passer, je veux bien. Ouais. Alors, on y va. Tac. On y est. Alors, désolé pour ce petit incident technique. Oh, ça peut arriver, il n'y a pas de souci. On en était… Oui, on en était un petit peu plus loin. Voilà, exactement. Alors, attends, là, on était sur le graphique où tu vas… Voilà, exactement. Tu peux passer le slide d'après. Donc, l'idée, c'est de vous proposer, en tout cas de proposer aux épargnants qui disposent de liquidités suffisantes, qui ont un objectif de moyen long terme pour un objectif précis, préparer la retraite, préparer l'avenir ou les études de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, d'accepter de n'avoir sur cette épargne investie en tontine qu'une liquidité à terme, puisque je vais pouvoir récupérer mon capital qu'à l'échéance,
et de regarder, et donc là c'est le travail du conseiller en gestion de patrimoine, de regarder au sein de l'architecture patrimoniale du client s'il n'y a pas des poches de liquidité, soit sur des fonds en euros, soit sur des comptes surlivrés, qui pourraient être basculés sur une tontine pour justement aller chercher un peu plus de valeur sur le long terme. On va pouvoir, donc ça c'était le premier objectif, c'était diversifier mon épargne et aller chercher, grâce à la tontine, de la prime d'illiquidité pour battre l'inflation et pour battre les actifs sans risque. Oui, Bertrand. Je passe au slide suivant peut-être. Oui, tu peux passer. Et donc là, l'idée, le deuxième cas d'usage, c'est de planifier sa retraite. Alors, planifier sa retraite, l'idée, c'est de se créer des flux annuels à l'âge choisi. Tu peux passer. On va passer rapidement ce slide, mais juste pour vous montrer, le Conseil d'orientation des retraites illustre depuis quelques années le taux de remplacement du client en fonction de ses revenus. Et vous voyez bien que plus on a de revenus durant son activité, plus le taux de remplacement est faible. Et donc, ça nécessite, par rapport aux incertitudes, là, vous le voyez effectivement à l'écran, avec des gens qui gagnent à partir de 75 000 à 100 000 euros par an, se retrouvent avec des taux de remplacement de seulement 40% à la retraite. Donc, il y a absolument besoin de se parer contre cette perte de revenus à terme en trouvant des solutions complémentaires de revenus. Et donc, slide d'après, nous, ce qu'on pense aux conservateurs, c'est que vous avez des enveloppes complémentaires que sont l'assurance vie, la tontine et le plan épargne retraite pour vous constituer des compléments de revenus et pour pouvoir les utiliser à terme avec une fiscalité maîtrisée. Et l'idée, c'est de pouvoir bénéficier de ces revenus en protégeant ses proches grâce à des avantages, notamment en matière de droit de succession si le décès arrive de manière prématurée. Slide d'après, si tu veux bien, Bertrand. Ce qu'on observe, c'est que le succès du PER se fait, si tu peux passer, Bertrand, le slide. Oui. Tu me dis celui-ci? Non, encore, je passe encore. Celui d'après. Celui-ci? Je ne le vois pas bouger, non. Celui d'après, sur le. Non, là, tu peux aller un petit peu trop loin. Reviens sur la vignette 25. 25, tac. Voilà. L'idée de vous montrer le PER, certains d'entre vous doivent l'utiliser peut-être déjà. C'est une solution très intéressante. Hein. L'idée, c'est de pas vous faire un cours de fiscalité sur le PER, mais l'intérêt, c'est que les cotisations, dans une certaine limite que vous investissez sur un PER chaque année, vous permettent d'avoir une économie d'impôt. Et donc ça fonctionne très bien. Il y a plus de 10 millions de Français qui ont déjà un PER. La seule problématique, entre guillemets, c'est que ça a vocation à sortir à la retraite, mais que l'âge de départ à la retraite, il a tendance à évoluer au fur et à mesure du temps. C'était 62 ans il n'y a pas longtemps, c'est 64 aujourd'hui, ça sera peut-être demain 65 ou 67 ans. Et donc, plus l'âge de départ à la retraite se recule, et moins je peux utiliser mon PER, alors que moi, j'ai peut-être envie de commencer à cesser un peu mon activité, notamment si je suis une profession libérale, à 60 ans, à 62 ans, sans être obligé d'attendre mes 67 ans pour commencer à toucher des compléments de revenus. Et donc, si on voit le slide d'après, si tu veux bien, le 26, voilà. Là, l'idée, c'est d'illustrer en quoi une tontine peut servir à un client qui ne voudrait pas justement attendre son âge de départ à la retraite pour pouvoir percevoir des capitaux. Les flèches vertes sont des tontines qui ont été souscrites pour un client 10 ans plus tôt, donc à 49 ans par exemple, 49, 50 ans, c'est l'âge auquel on commence à se préoccuper sérieusement de sa retraite, et 10 ans après, commence à percevoir des revenus complémentaires grâce aux tontines. La tontine pourra être libérée sans attendre l'âge de départ à la retraite. Et donc, ça sera une solution très intéressante et complémentaire au PER qui, lui, par définition, ne pourra pas être libéré, sauf des cas exceptionnels de déblocage, mais en tout cas dans un objectif de retraite avant 64 ans aujourd'hui. L'autre intérêt d'utiliser la tontine, c'est que la fiscalité à l'échéance est plus favorable que celle du PER. Parce que le PER, on a un avantage fiscal à l'entrée, mais à l'échéance, on a un report d'imposition. Et donc, plus on va pouvoir différer ce report d'imposition, grâce notamment aux tontines qui auront été faites avant et qui vont se substituer au PER, meilleur sera le traitement fiscal de sortie. Slide d'après.
On a illustré ces petites flèches vertes à travers un exemple où là, on avait un client qui disposait de 150 000 euros et qui, plutôt que de faire une seule tontine pour 10 ans ou 15 ans, a décidé de les splitter sur 15 durées différentes, donc de 2035 à 2049. Et donc, pour se créer chaque année, à raison des 10 000 euros qu'il aura investi, un complément de revenu qui va monter d'une année sur l'autre, évidemment, puisqu'il y aura à chaque fois une année de capitalisation supplémentaire. Donc, slide d'après également, ce que je voulais attirer, là où je voulais attirer votre attention, c'est que la tontine, je l'avais dit en introduction tout à l'heure, il fallait qu'on revienne sur le sujet de dire, mais oui, mais si je décède avant l'échéance de mon placement, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous m'avez dit que seuls se partageaient les produits financiers de la tontine, ceux qui survivaient à leur placement. S'il y a décès avant l'échéance, on l'a vu tout à l'heure, il y a une assurance décès. Cette assurance décès, elle a un intérêt, notamment quand on dispose déjà de contrats d'assurance vie sur lesquels on a investi plus de 152 500 euros. Vous savez peut-être, jusqu'à 152 500 euros versés avant 70 ans, il n'y a pas de fiscalité en cas de décès à régler. Donc, c'est déjà très avantageux. Mais au-delà de cette somme, il peut y avoir une fiscalité à hauteur de 20% sur les sommes transmises, voire 31,25% quand il s'agit de très gros capitaux, au-delà de 857 500 euros. Dans ce cadre-là, la tontine, elle bénéficie d'un traitement fiscal intéressant, puisqu'en cas de décès, seule la prime d'assurance que j'aurais payée à l'origine de mon placement va rentrer dans ce calcul fiscal. Et donc, à travers cet exemple, que là, je n'aurai pas le temps de commenter puisque l'heure tourne et je veux absolument rattraper un petit peu mon retard, on voit qu'en bas de l'exemple, en termes de gains, entre placer 300 000 euros sur une assurance vie et placer 300 000 euros en tontine, s'il y a décès, là, on a pris l'exemple d'un monsieur qui est né en 77, donc qui a 47 ans et qui avait placé pour 15 ans. On a imaginé son décès au bout de 2 ans. Eh bien, vous voyez que le traitement fiscal en faveur de ces bénéficiaires est largement favorable à l'assurance, à la tontine, pardon, puisqu'il y aura un gain sur la base de cet investissement de 300 000 euros d'un peu plus de 52 000 euros en faveur de la tontine. Donc, c'est un exemple. Après, on pourra y revenir, mais aujourd'hui, je propose qu'on avance et qu'on clôture cette partie retraite avec le slide 29, Bertrand. L'idée, voilà, c'est que vous reteniez que nous, aux conservateurs, on pense que les 3 solutions, assurance vie, tontine et PER, sont complémentaires. Et c'est après au travail du conseiller de les articuler en fonction de vos situations personnelles. Slide numéro 30, nous allons passer au dernier objectif patrimonial pour cette matinée et que Bertrand pense également intéressant de vous présenter ce matin, c'est la transmission. Alors, on va passer directement à la 31. L'idée, c'est de vous expliquer, de vous rappeler du moins que la transmission intergénérationnelle intéresse de plus en plus de clients à travers un saut de génération, parce que parfois les grands-parents voudraient aider directement les petits-enfants. Et à travers la transmission intergénérationnelle, des grands-parents peuvent donner aujourd'hui en franchise d'impôt, parce qu'il y a des abattements légaux qui permettent de transmettre sans payer de droits, au profit de leurs enfants ou de leurs petits-enfants, tout en maîtrisant l'utilisation des capitaux. Et la tontine, dans ce cadre-là, va être très intéressante puisqu'elle va permettre aux grands-parents de choisir l'année ou les années à partir de laquelle ou desquelles le petit-enfant sera suffisamment mature pour récupérer ces sommes d'argent et en faire bon usage. Slide 32. Je fais vite, il y a des abattements légaux tous les 15 ans en l'état actuel de la fiscalité qui est susceptible d'évoluer également dans les prochaines semaines en fonction des résultats des législatives. Mais à aujourd'hui, l'abattement légal, c'est de dire qu'un grand-père ou une grand-mère peut transmettre tous les 15 ans 31 865 euros à ses petits-enfants sans payer de droits. Slide d'après, on a pris l'exemple d'un couple de grands-parents, monsieur et madame Généreux, qui ont 3 petits-enfants et qui, eux, sont décidés à transmettre à chacun de leurs petits-enfants un capital. Eh bien, on voit que 31 865 multiplié par 3 petits-enfants
ça fait 95 595 € qui peuvent être transmis par chaque grand-parent. Comme ils sont deux, eh bien, vous pouvez transmettre 191 000 € en franchise de droit. Tout le sujet va être de savoir comment on utilise cette somme et comment on est certain qu'à l'échéance, les enfants et les petits-enfants les récupèrent dans de bonnes conditions. Alors, on a deux manières de faire à travers la tontine. On peut bien entendu les donner et puis laisser les parents gérer cette somme ou les petits-enfants, enfin, sous l'autorité de leurs parents. Enfin, généralement, la tontine, pour le coup, est intéressante. Slide 34, Bertrand, si tu veux bien. On a deux manières d'utiliser la tontine quand on a fait cette donation. C'est de demander un remploi. Donc, le donateur, le grand-père ou la grand-mère, va demander le remploi du placement, de la somme donnée dans une tontine. Et là, on a pris l'exemple d'une petite fille qui reçoit l'argent alors qu'elle a 13 ans. Eh bien, le grand-père décide de lui bloquer cet argent jusqu'à ses 25 ans. Et donc, il investit les 31 865, ou plutôt c'est la petite fille qui investit à son nom, puisque l'argent a été donné, donc c'est la petite fille qui investit directement la tontine à son nom, mais avec la signature de ses parents, bien sûr, sur une durée de 12 ans, pour que la tontine arrive aux 25 ans de l'enfant, âge auquel le grand-père estime qu'elle sera en situation d'en faire bon usage. On a une deuxième utilisation possible, c'est le slide 35, qui permet de fractionner la somme, de la splitter, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure pour la retraite. On appelle ça la tontine en cascade. Et l'idée, c'est qu'on est reparti du capital que l'on peut donner en franchise de droit. Donc là, on a pris un exemple de 31 865 €. Mais plutôt que de faire une seule durée, là, le grand-père a souhaité étaler cette somme sur 6 années, des 18 ans de l'enfant jusqu'à ses 23 ans inclus, pour lui créer des compléments de revenus. Et donc là, la petite fille, en l'occurrence, elle avait 8 ans, donc on est en 2024. Première tontine faite sur 10 ans pour qu'elle récupère sa première tontine à 18 ans et ensuite 19 ans, 20 ans, 21 ans, jusqu'à ses 23 ans. Et donc là, on est en échéance multiple et ça permettra, bien entendu, à l'enfant soit de payer ses études supérieures, soit de payer un logement si elle a dû partir loin de sa famille. Slide 36. On va arriver à la conclusion de cette présentation. En résumé, ce que je souhaite essayer de vous démontrer à travers cette présentation, c'est que la tontine financière peut apporter de la valeur dans votre patrimoine en complément de toutes les autres solutions. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est une opération d'investissement de moyen et long terme qui est rentable. On vous l'a, je pense, assez bien expliqué tout à l'heure, avec une protection de long terme sur l'inflation qui est mesurée par le temps, puisque là, vous avez un historique, un track record depuis plus de 30 ans, qui ne subit pas la volatilité des marchés. Donc, vous ne verrez pas votre tontine évoluer à la hausse ou à la baisse en fonction des évolutions de marché financier. Et ça, beaucoup des clients prudents ne veulent pas voir leur épargne fluctuer. C'est ensuite un produit qui bénéficie d'un environnement fiscal et social privilégié, que ce soit en cas de vie, puisqu'à l'échéance, vous l'avez vu, on récupère un capital avec un frottement fiscal qui est assez faible, et en cas de décès, puisque là aussi, on l'a expliqué tout à l'heure, les bénéficiaires peuvent récupérer le capital transmis via l'assurance décès avec un effet d'assiette réduit à la prime d'assurance, ce qui est très favorable dans certains cas de figure, en particulier pour des clients qui ont déjà versé 152 500 € sur une assurance vie par bénéficiaire. En troisième élément de synthèse, cette enveloppe de tontine, c'est une enveloppe de capitalisation, et je le disais tout à l'instant, complémentaire à l'assurance vie, au PER, au contrat de capi. Ça ne remplace pas les enveloppes qui sont déjà ouvertes. C'est une enveloppe qui vient compléter ces enveloppes préexistantes et qui vient, on va dire, apporter une souplesse, par exemple sur le cas du PER, comme on l'a vu tout à l'heure, en permettant de récupérer des capitaux sans être obligé d'attendre son âge de départ à la retraite. Chaque solution a ses avantages et a ses contraintes. C'est aussi le cas de la tontine. La tontine, on se le rappelle, sa principale contrainte, c'est le fait que les sommes sont indisponibles jusqu'à l'échéance, mais c'est aussi ce qui fait sa force en matière de création de valeur grâce à la prime d'illiquidité nette d'inflation. Quatrième point, c'est un dispositif, un placement du moins qui est hors du champ d'application de la loi Sapin 2.
Donc, à l'échéance, il n'y aura pas de blocage possible sur l'épargne. L'épargnant, le tontinier, récupérera son capital, majoré des plus-values, quel que soit le contexte économique et financier du moment. C'est enfin, avec les deux derniers points, une solution, on l'a vu, de planification de revenus complémentaires à côté du PER. Et c'est aussi, et enfin, une solution qui permet de transmettre tout de suite des capitaux de son vivant. Donc, c'est ce qu'on appelle la transmission choisie. Je choisis de transmettre tout de suite parce que j'y ai droit sans payer de droit un certain montant à mes enfants ou à mes petits-enfants, mais je ne veux pas qu'ils en disposent tout de suite. Donc, en tant que donateur, je reste acteur du placement et je choisis, avant que ce soit signé, l'âge ou les âges de maturité voulus pour les enfants ou les petits-enfants. Voilà Bertrand, j'en ai terminé avec ma présentation, avec un petit peu de retard, je m'en excuse. Merci beaucoup, parce que c'était très, très intéressant, très complet, effectivement. C'était vraiment un très, très bel exposé. On a prévu de laisser un petit espace de questions-réponses. Je crois que c'est Audrey qui gère les micros, éventuellement. S'il y a des personnes qui ont des questions, est-ce qu'on peut peut-être ouvrir les micros? Alors, je vais essayer de réactiver cette option. Sinon, on a le chat qui permet d'écrire vos questions, puisque là, je n'ai pas la possibilité immédiate de rajouter le son. Je vois qu'il y a un monsieur qui a levé la main. Alors, Monsieur Jacquier. Monsieur Jacquier, alors comment est-ce qu'on veut faire pour le définir comme contributeur, peut-être, hein? Oui, je pense que voilà. Monsieur Jacquier, vous aviez une question, peut-être? On ne vous entend pas, monsieur Jacquier. Oui, oui. Ah, super. Oui. Ça y est. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah bon, parfait. Oui, ma question, mais j'ai loupé le début de ta présentation, donc elle était peut-être dite. Il n'y a pas de montant limite pour placer dans ce type de tontine. On n'est pas du tout dans une tontine immobilière. Non, exactement. En fait, il y a un ticket d'entrée qui est de 1 000 €, mais il n'y a pas de somme plafonnée, il n'y a pas de plafond particulier. D'accord, c'est ça. C'était ça ma seule question. Merci. Je vous en prie. Et donc, un ticket d'entrée à 1 000 €, alors, c'est Oui, 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 oui. donc accessible. Alors, sachant que la moyenne de primes au niveau de nos clients est autour de 25 000 €. Et je n'ai pas eu le temps d'en parler aujourd'hui. On décline également la tontine pour des sociétés patrimoniales de type holding ou société civile. Et là, on a un ticket d'entrée minimum de 50 000 € et avec des montants moyens de souscription qui dépassent les 100 000 € naturellement, parce que là, c'est des sociétés, donc les enjeux sont plus importants. Mais voilà, le ticket d'entrée, c'est 1 000 € par tontine. Vous avez aussi une petite question, peut-être, Sylvain, sur l'anticipation, peut-être, un sujet un petit peu plus d'actualité par le groupe Le Conservateur, un petit peu on va dire, des aléas politiques actuels. Est-ce que vous avez pris des mesures, peut-être, pour… Alors oui, naturellement, c'est vrai qu'on est en pleine zone d'incertitude, hein. C'est vrai que c'est très difficile de se projeter à court terme. Donc, naturellement, de toute façon, sur les tontines en particulier, par rapport à la gestion financière, on gère ce qu'on appelle en prime de risque. On avait déjà identifié, et ce n'est pas lié à l'actualité immédiate qui nous concerne, c'est le fait que les marchés actions étaient plutôt cher à notre goût, déjà depuis quelques mois. Hein. Et donc, en prime de risque, on considérait, et c'est un élément nouveau, hein, c'est que le fait que les actifs moins risqués de type obligataire ramènent aujourd'hui de la performance, il n'y avait plus vocation à rester autant investi à court terme sur les actions. L'opportunité, la chance que l'on a à travers les tontines, c'est qu'on peut être souple quand même dans la gestion de nos supports d'investissement. Et donc, on avait sécurisé déjà une bonne partie de la partie dite risquée, action, en attendant des jours meilleurs. Et on a déjà vu que les indices ont corrigé un petit peu. Alors là, pour le coup, c'est lié à l'actualité récente. Mais ça redonne des points d'entrée plus intéressants. Bien entendu, compte tenu du contexte actuel et de l'incertitude qui va se poursuivre dans les prochains jours avec le résultat des législatives et des conséquences potentielles,
Les portefeuilles sont couverts aujourd'hui pour se prémunir contre un risque de retournement brutal de marché ou d'inquiétude d'une attaque, par exemple, de la dette. Enfin, il faut prévoir tous les cas possibles. La seule différence par rapport aux autres actifs, c'est que la tontine, n'ayant pas à faire face à des rachats, puisque par définition, il n'y en a pas durant toute la phase d'investissement, on est assez serein par rapport à ça. Et donc, bien entendu, on sera amené à avoir un peu plus de visibilité une fois que ces éléments seront passés au cours de l'été. Mais en tout cas, on est très prudent. C'est déjà le cas d'une manière générale, mais là, on l'est encore plus particulièrement en ce moment. D'accord. S'il y a d'autres questions, vous avez une petite icône en bas qui vous permet de lever la main. On vous a basculé en contributeur également pour que vous puissiez prendre la parole s'il y a des questions. A priori, non, on n'a pas d'autres questions. Pas de questions? Bon. En tout cas, s'il devait y en avoir après de manière individuelle, je suis tout à fait disponible, Bertrand, avec vous pour y répondre. Merci de m'avoir écouté et puis je reste à votre disposition. Très bien. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Sylvain pour cette présentation. C'était effectivement très, très clair, très instructif. Et oui, comme le proposait Sylvain, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous les envoyer si vous avez des interrogations qui vous viennent après coup. On sera un grand plaisir de vous apporter tous les éléments de réponse nécessaires. Un grand merci à tous et à toutes. Je vous souhaite à tous un bon déjeuner pour ceux qui n'ont pas encore déjeuné et une excellente fin de journée. Et à très bientôt. Bonne journée à tous, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.